I'm the Director of Abortion Services at Planned Parenthood New York City. Can I ask you just a few questions about volume, gestational age? 24 weeks. 24. Incredibly high volume. Tuesday through Friday, we do probably a minimum of 50 cases. And then on Saturdays, usually closer to anywhere between 75 and 100. We're very high volume, yeah. We can pay incredible amounts for intact specimen. We could pay you $1,000 up to $1,500 for a liver. Yeah, I think financial incentive from you guys to the people you have to get this approved will be very happy about it. Le planning familial est une association dédiée à informer et orienter la population sur ce qu'ils appellent les droits sexuels et reproductifs et se présente comme un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité. Depuis 1960, l'association est membre de l'International Planned Parenthood Federation ou IPPF. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert l'histoire et les intentions cachées de la fondatrice du Planned Parenthood, la première organisation de ce type qui devient ensuite l'IPPF, une fédération internationale regroupant les structures de planification familiale de plus de 145 pays. Alors que ces initiatives sont encore aujourd'hui présentées comme une avancée sociale majeure, particulièrement pour les femmes et les plus jeunes, le Planned Parenthood a été créé à l'origine pour réduire les naissances chez des catégories spécifiques de la population considérées comme indésirables par ce qui est souvent appelé une élite. Cette dénommée élite cherche à réduire la population de tous les individus qui ne lui ressemblent pas selon eux. Les pauvres, les illettrés, les non-blancs, et particulièrement les Noirs. Différentes stratégies ont été pensées et appliquées pour atteindre cet objectif spécifique. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur la politique qui a finalement été choisie pour son efficacité redoutable. Cette dernière se résume en une phrase qu'un sociologue a écrit en 1944 dans son livre « Un dilemme américain, le problème des Noirs et la démocratie moderne ». L'auteur d'origine suédoise est parti aux États-Unis pour étudier la condition des Africains américains de manière globale, ainsi que la pensée profonde des Blancs à leur sujet. Il écrira ainsi que le seul moyen de réduire la population noire est de contrôler la fécondité. Comme nous l'avons découvert dans l'épisode précédent, cette stratégie s'est avérée extrêmement efficace. D'après les données officielles, le taux d'avortement aux États-Unis était en 2019 de 13,5 avortements pour 1000 femmes. Chez les femmes africaines-américaines, ce taux monte à 23,8 avortements. En revanche, le taux de natalité des femmes noires la même année était de 13,4. Depuis 1973, date de sa légalisation aux États-Unis, l'avortement a tué plus d'Africains-américains que le VIH, le cancer, le diabète, les maladies cardiaques ou encore la criminalité. En promouvant et facilitant l'accès à l'avortement, les organisations de planification familiale sont donc l'outil parfait au service d'une idéologie qui souhaite maintenir et augmenter sa domination sur le monde, la suprématie blanche, dont les Noirs sont la première cible. L'agenda caché qui a largement soutenu la légalisation et l'accès à l'avortement et à la contraception va dans un tout autre sens que celui qui est affiché et martelé dans les publicités, les textes de loi, l'industrie musicale, les écoles ou encore les médias. Mais notre lavage de cerveau est tel que généralement on rejette en bloc cette lecture, relayée au rang de théories farfelues ou conspirationnistes. Pourtant, les preuves et les témoignages ne manquent pas. Face au taux d'avortement exorbitant chez les femmes noires, les mêmes arguments sont avancés. Des inégalités dans l'accès aux soins de santé, surtout aux moyens de contraception, des facteurs sociaux ou encore un pouvoir économique plus faible. Pourtant, sans assurance de santé ou assistance financière, un avortement aux États-Unis coûte entre 500 et 2000 $ selon le site du Planned Parenthood.
Maintenant que nous connaissons l'histoire, l'idéologie et l'impact caché des structures de planification familiale, nous allons maintenant nous pencher sur les moyens qui ont été déployés pour atteindre ces résultats terriblement efficaces. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ce qui sera renommé le Planned Parenthood, l'aîné du planning familial, a été fondé en 1921 aux États-Unis. Le contrôle des naissances et toute l'idéologie qui va avec n'est toutefois pas la seule institution majeure à prendre un tournant déterminant à cette même période. En effet, toujours aux États-Unis, une discipline prend de plus en plus d'ampleur, la publicité. La révolution industrielle entraîne une production de masse nécessitant des méthodes efficaces pour écouler les produits à grande échelle. Pour y parvenir, de nombreux théoriciens développent leurs recherches dans le domaine de la psychologie, en plein essor dans les sociétés occidentales. Les années 1920 sont ainsi marquées par la publication d'ouvrages et d'études fondamentales rédigées par ceux qui sont considérés comme des pionniers de la publicité moderne et des relations publiques. Leurs travaux ont pour but d'étudier le comportement humain et identifier les mécanismes qui favorisent la consommation. Leurs ouvrages sont ainsi de véritables protocoles pour les industriels à la recherche de profit, mais aussi, à plus grande échelle, pour toute personne ou institution qui souhaite mettre en place une manipulation de masse de manière discrète et efficace. Dans leurs recherches, les auteurs ont pointé notamment une tendance chez les êtres humains. Nous développons une préférence pour une chose, que ce soit un individu, un produit ou un concept, simplement parce que nous y sommes fréquemment exposés. Dans leurs recherches, les auteurs ont pointé notamment une tendance chez l'être humain. Nous développons une préférence pour une chose, que ce soit un individu, un produit ou un concept, simplement parce que nous y sommes fréquemment exposés. Plus nous voyons ou entendons une chose, plus elle devient réelle et familière, et donc plus nous sommes susceptibles de l'apprécier. L'adage dit « loin des yeux, loin du cœur » et son inverse décrit exactement ce mécanisme inconscient. Ce sentiment de familiarité résultant de l'exposition fréquente à une chose provoque une impression biaisée de confiance. Près des yeux, près du cœur. Or, c'est exactement ce que recherche un vendeur, que les consommateurs aient confiance en ce qu'il vend pour l'acheter. Et quel est le moyen le plus simple de créer ce sentiment de familiarité? La répétition. La compréhension de ce mécanisme a défini les principaux critères d'une publicité efficace. Un logo omniprésent, une mélodie facilement mémorisable, un slogan percutant. La répétition engendre donc un sentiment de familiarité qui amène le consommateur à percevoir le produit comme un élément de son environnement quotidien, même sans l'avoir acquis. Mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoute une deuxième conséquence, plus insidieuse et encore plus grave. À force d'être répétée, une information finit par être perçue comme une vérité. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Coronavirus, pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Vivre avec la dette. Cette montagne de dette, est-ce que c'est grave? Ce soir d'un acte terroriste islamiste. Partout dans le monde, c'est grâce à la vaccination que nous avons accompli des progrès spectaculaires en matière de santé et de bien-être. Le malheur de l'humanité, c'est d'être trop nombreux. Si cette progression n'est pas stoppée par un nouvel élément, nos descendants ne disposeront à cette époque que d'1 mètre carré par habitant. Pour résumer, plus une chose est répétée, plus elle est connue, plus elle est familière, plus elle inspire confiance et acceptation. Tu te doutes maintenant que les structures de planification familiale ne se sont pas privées d'utiliser ce mécanisme pour remplir plusieurs objectifs. Faire connaître leurs services, diffuser leur idéologie et la faire accepter au plus grand nombre. Avant même de parler de publicité dans le sens que l'on entend généralement aujourd'hui, il y a d'abord la couverture médiatique qui contribue énormément à la diffusion. Une chercheuse a publié en 1970 un article dans lequel elle analyse des magazines et journaux américains afin d'identifier l'évolution de l'opinion publique sur la question du contrôle des naissances. Son étude révèle que dès les années 1915, ce qu'elle appelle des philanthropes ont payé des revues politiques sérieuses
pour parler en faveur de la contraception. La famille Rockefeller arrive en tête d'affiche. À partir des années 1930, des magazines grand public et des revues scientifiques ont commencé à leur tour à parler du contrôle des naissances. En 1940, un magazine a ainsi salué les autorités de Caroline du Sud pour avoir utilisé des fonds publics afin de fournir des contraceptifs aux mères défavorisées. Mais c'est à partir des années 1960 qu'on observe une explosion de la couverture médiatique avec l'arrivée de la pilule contraceptive. Le traitement médiatique en faveur du contrôle des naissances s'est donc largement accru avec le temps. Découvrons maintenant des publicités sur cette thématique. Il y a un mobile particulièrement intéressant utilisé pour promouvoir le contrôle des naissances, une prétendue surpopulation. Une série d'annonces diffusées dans le célèbre New York Times de 1968 à 1969 affiche ainsi des images et des textes particulièrement choquants. Lorsque vous aurez fini de lire cette annonce, 17 personnes seront mortes de faim. La majorité sont des enfants. Et la solution avancée pour éviter que des pauvres enfants meurent de faim, c'est tout simplement qu'il n'y en ait plus. Une autre annonce dit quant à elle « Avez-vous déjà été poignardé ? Eh bien, il se peut que vous le soyez. » Cette fois-ci, ce n'est pas la pitié que les publicitaires ont cherché à éveiller chez le lecteur, mais la peur. Ici, la surpopulation est présentée comme la raison de l'augmentation de la criminalité et la seule solution présentée est encore une fois le contrôle des naissances. En dernier exemple, je te partage celle qui m'a le plus choquée, une photo d'un bébé avec écrit au-dessus « Menace pour la paix ». Cette campagne de publicité adresse des recommandations au gouvernement. L'augmentation de l'accessibilité des contraceptifs et la fourniture de contraceptifs aux, je cite, pays sous-développés qui en font la demande. Les lecteurs sont également invités à adresser une pétition à leurs représentants afin d'obtenir une augmentation du financement des programmes de contrôle de naissance aux États-Unis et à l'extérieur, ainsi qu'à faire un don à la campagne. Maintenant, nous pouvons nous pencher sur une information primordiale. Quelles sont les cibles principales des annonces pour le contrôle des naissances ? En 2000, une étude a analysé pendant 3 mois les publicités pharmaceutiques de 10 magazines. La moitié était destinée à un public noir, l'autre à un public blanc. Les magazines s'adressant aux blancs contenaient jusqu'à 8 fois plus de publicités pour des médicaments. Pourtant, seules les revues destinées aux noirs contenaient des annonces pour des contraceptifs. Un article très intéressant compare des annonces pour le contrôle des naissances entre les journaux africains-américains et les journaux dits généraux, c'est-à-dire adressés à une population blanche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les journaux destinés aux Noirs, plus de 50% des publicités liées au contrôle des naissances sont dédiées à l'avortement, contre seulement 10,5% dans les annonces des journaux destinés aux Blancs. Nous savons maintenant comment les promoteurs de l'avortement et de la contraception ont utilisé les médias et la publicité pour diffuser et faire accepter leur idéologie. Et les résultats sont avérés, pas seulement par rapport au taux largement supérieur d'avortement chez les Noirs, mais aussi dans la perception qu'ils ont de l'avortement. D'après ces sondages, entre 2001 et 2007, 31% des Américains noirs considéraient l'avortement comme moralement acceptable, soit 10 points de moins que le reste de la population. Mais moins de 20 ans plus tard, ce sont désormais les Noirs qui se retrouvent plus enclins à accepter l'avortement que les autres races, à hauteur de 46%. La technique de diffuser le plus souvent possible un concept pour le faire accepter par la masse est appelée dans le jargon marketing l'effet de simple exposition. Mais cette méthode ne se réduit pas seulement aux publicités ou aux médias. Un autre moyen très efficace est d'assurer une présence physique régulière. Ainsi, les structures du Planned Parenthood sont généralement construites dans des quartiers où la population est à majorité non blanche. Par ailleurs, des études ont démontré que l'accès facile aux cliniques d'avortement augmente le taux d'avortement dans la zone alentour. Et cet effet est encore plus visible chez les Noirs. En 1975, 3 chercheurs ont publié un article qui révèle le facteur principal influençant l'implantation géographique du Planned Parenthood. La disponibilité des services de planning familial dans les 3072 comtés des États-Unis a été analysée afin de déterminer si ces services étaient localisés uniquement sur la base de la pauvreté, d'une fécondité élevée ou dans les villes, ou si la présence de groupes de minorités visibles influençait la disponibilité.
Une matrice de corrélation a été élaborée pour l'ensemble des États-Unis et pour chacune des 5 régions de recensement. Pour l'ensemble des États-Unis, le pourcentage de Noirs avait une corrélation de 0,428 avec la disponibilité des cliniques de planification familiale, tandis que le pourcentage de revenus inférieurs à la pauvreté n'avait qu'une corrélation de 0,174, le pourcentage de femmes ayant besoin de planning familial de 0,235, le taux de fécondité de 0,076 et l'urbanisation de 0,209. Aucune région n'avait une corrélation suffisante avec la pauvreté pour rendre compte de la distribution. Les mesures de la fécondité, taux de fécondité et taux brut de natalité présentent également de taux de corrélation faibles. Les résultats de l'étude ne laissent place à aucun doute. Les critères d'implantation du Planned Parenthood qui semblent les plus logiques, comme le taux de fécondité ou encore la demande des femmes, arrivent loin derrière le premier facteur, la présence de Noirs.